Bonjour à tous, vous regardez la web télé du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême édition 2019 et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Simon Roussin. Bonjour Simon. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Xibalba, publié aux éditions 2024, en sélection, en compétition officielle cette année, un album qui nous entraîne dans les années 30 en Amérique du Sud à la rencontre de deux aviateurs de l'Aéropostale, Aéropostale qui vit ces dernières heures. Au départ, à l'origine de cet album, mais avant lui du Prisonnier des Glaces, publié aussi aux éditions 2024, corrigez-moi si je me trompe, hein, bien sûr, il y a une passion, une fascination pour l'Aéropostale, notamment née après la lecture du Vol de nuit de Saint-Exupéry. C'est ça le point de départ de cette envie de raconter ces histoires? Oui, c'est un des points de départ en tout cas. Enfin, disons que entre chaque projet, j'ai l'habitude de me nourrir de livres ou de documentation, aller vers des univers que je connais pas forcément et la découverte. Enfin, je suis pas du tout passionné d'aviation ou enfant ou quoi. Et en fait, c'est par hasard que par des lectures, par des films aussi, que je suis tombé sur cette période particulière. Et ouais, j'ai tout de suite senti le potentiel d'une histoire possible à cette époque-là. Mais justement, le potentiel, c'est quoi? C'est l'idée d'avoir un grand récit d'aventure, parce que c'est ça, Xibalba, c'est quand même une grande aventure. Ouais, bien sûr. Alors oui, c'est l'aventure. En fait, c'est aussi se confronter à un univers plus réaliste, enfin plus historique aussi. Enfin, ce que j'avais peu fait. Et puis l'occasion d'utiliser ce support-là qui est quand même en bande dessinée. La bande dessinée d'aviation, c'est un genre qui existe en grand nombre et du coup de s'inscrire dans cet esprit-là tout en essayant de quelque chose de différent, décortiquer les codes, les genres et d'amener ça vers autre chose. Et il y a notamment dans cet album, on parle d'aventure, mais il y a aussi un soupçon de fantastique, puisque les personnages principaux vont se retrouver dans la jungle et être confrontés à l'esprit des morts. C'est quelque chose qui est né d'un voyage que vous avez fait au Mexique, si je ne me trompe pas, là oui, encore, ou en tout cas quelque chose qui vous a passionné là-bas et que vous avez réinjecté dans cette histoire. Oui, bien sûr. En fait, le livre a mis du temps à naître. Et en 2015, j'étais encore au stade d'écriture, un peu bloqué, justement empêtré dans cette documentation historique, un peu didactique, et sans trop savoir quoi en faire. Et puis j'ai passé 2 mois au Mexique pour une résidence. Et en fait, ça a débloqué un imaginaire des possibles et c'est devenu une évidence qu'il fallait que ce support documentaire, ce support réaliste devienne juste un prétexte à une aventure beaucoup plus intime, fantastique, un peu surnaturelle, mais toujours ancrée dans un possible. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc ce voyage-là a été fondateur pour le livre. Et puis au retour, il a fallu encore 6 mois avant de vraiment finaliser l'écriture, verrouiller le récit, les choses et les attentes, et puis se mettre à la réalisation. Et par rapport à ce contexte historique, à cette documentation, comment sont nés les personnages, et notamment les deux aviateurs dont je parlais en introduction, c'est-à-dire André le français et Eddie l'américain. Eddie va mourir et du coup André va vouloir aller l'enterrer sur ses terres d'origine. C'est là qu'ils vont se retrouver dans la jungle. Enfin, André va se retrouver dans la jungle avec le corps d'Eddie en voulant l'amener à bon port, à bonne destination. Est-ce que ce sont des personnages qui sont inspirés d'aviateurs justement que vous avez trouvés dans les documents que vous avez cherchés? Il faut préciser aussi que André est complètement défiguré, il a le visage plein de cicatrices. Voilà, comment sont nés ces personnages? En fait, ils sont pas, ils sont complètement imaginaires, mais les aviateurs de cette époque-là, l'Aéropostale, c'est particulier parce que c'est entre les 2 guerres mondiales. Donc beaucoup d'aviateurs avaient fait la Première Guerre, ou les avions avaient été utilisés pendant la Première Guerre. Donc j'ai utilisé toute cette imaginaire-là, et puis en fait, l'idée était aussi de démarrer le récit avec des personnages qui étaient très archétypaux, qui représentaient un peu ce qu'on attend d'un personnage d'aventure, avec une amitié un peu virile entre 2 hommes aviateurs. Et
et en fait, l'enjeu du livre était que ces personnages-là, à la fin du livre, soient presque à l'opposé de leur état d'esprit du début. Donc, que les personnages féminins, au départ, qui sont encore dans ces clichés de films d'aventure ou de récits d'aventure exotiques, classiques, deviennent finalement des personnages principaux, presque, prennent de l'ampleur. Et qu'on ait le temps de suivre leur cheminement de pensée et leur changement aussi d'état d'esprit, qu'ils aient finalement plusieurs dimensions. Et dans cette aventure qu'ils vont vivre, je disais tout à l'heure, c'est un grand récit d'aventure avec ces différents personnages qui évoluent au fil de l'album. C'est quelque chose qui est très présent dans toutes vos œuvres, justement, ce goût pour l'aventure. Et c'est un petit peu comme si, à la lecture de l'album, vous essayez de nous faire revivre les sensations qu'on pouvait avoir quand on lisait enfant des récits d'aventure. Comme si vous vouliez nous parler aujourd'hui aux adultes que nous sommes, en disant retrouver les sensations que vous pouviez avoir enfant en lisant des grandes bandes dessinées d'aventure. C'est un petit peu ça? Oui, enfin, j'imagine que quand j'imagine une histoire, je pense toujours en tant que lecteur, enfin forcément, mais et puis enfin en tant que lecteur, mais surtout en tant que un point de vue personnel sur l'histoire. Donc ça renvoie à ce que j'ai lu enfant et au plaisir que j'avais à imaginer des histoires aussi depuis l'enfance. Du coup, il y a ça qui transparaît forcément, mais l'enjeu, c'est de le rendre contemporain, de le rendre adulte, et du coup d'arriver à faire résonner des problématiques, des sentiments liés à la lecture aujourd'hui avec des questionnements qui sont plus adultes. Mais je dis ça aussi parce que c'est aussi à la lecture de Lyman Jefferson, où c'était une technique de couleurs complètement différente, mais qui était avec des feutres, où il y avait quelque chose de très enfantin, même si c'était bien évidemment très calculé, très maîtrisé, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la remontée de l'enfance à travers ces couleurs-là. Et je trouve qu'il y a un lien à faire justement entre l'utilisation dans Lyman Jefferson de ces couleurs et dans la narration elle-même, qui est quelque chose, encore une fois, qui n'est pas enfantin, mais qui fait appel à nos émotions d'enfant. Oui, enfin, Lyman Jefferson, c'était un récit très naïf aussi, enfin un récit d'aventure, mais très naïf, comme je pouvais en imaginer enfant, et c'était l'envie de faire un récit où à chaque page, péripétie par péripétie, le récit s'emballe et dans un grand n'importe quoi, un peu calculé, mais voilà, et le feutre participait complètement à ça. Pour Xibalba, l'envie était quand même de retrouver ces sensations-là, mais que le récit s'arrête à un moment donné, que tout d'un coup l'aventure stagne, et qu'est-ce qu'on fait de ça, de personnages, d'archétypes, d'aventuriers, de personnages féminins secondaires, de méchants, de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait quand ils n'ont plus rien à faire et qu'ils doivent attendre et faire une aventure intérieure, quoi. Et comment est-ce que vous avez adapté justement la couleur par rapport à ce que vous vouliez raconter, puisqu'on est très loin justement de Lyman Jefferson dans l'univers coloré de Xibalba, où on est plutôt dans une bichromie, en tout cas dans des teintes orangées. Comment est-ce que vous avez décidé que c'était le bon moyen pour cette histoire, en tout cas la bonne technique? Disons, cette technique, ouais, c'est une bichromie. Je travaille en noir et blanc d'abord sur papier, et puis ensuite je fais une mise en couleur qui est à la fois manuelle et à la fois numérique. Et en fait, la bichromie me permet d'avoir un traitement très épuré, enfin très clair, et qui permet d'avoir un récit après le plus complexe possible, enfin en tout cas de tout se permettre dans le récit. Et le médium, la façon de faire devient le support qui doit être le plus sobre possible pour pouvoir accueillir tout ce qu'on veut y mettre. Et donc cette technique-là, la bichromie, c'est une technique que j'utilise assez régulièrement, mais là, je voulais qu'elle soit très simple, et du coup, ces tons d'ocre, de rouille un peu, permettaient de garder le récit dans quelque chose un peu de terrien, de rattaché à la terre, à la pierre et tout ça. Et avec un côté justement comme ça se passe dans les années 30, je trouve que ça participe aussi de ça. On sait qu'on n'est pas aujourd'hui, qu'on est dans une aventure qui est ailleurs et dans une autre temporalité. Ouais, et puis ça allait bien avec le début de l'histoire qui se passe en Amérique du Sud, au Venezuela, et ensuite quand le récit s'emballe dans la jungle et devient plus fantastique, cette bichromie
rouille dans la jungle amène encore plus d'étrangeté et permet ce décalage-là aussi. Et par rapport justement à cette touche de fantastique dans la jungle, est-ce que vous êtes interrogé sur la façon de représenter justement ces morts qui se manifestent auprès des vivants? Est-ce que ça a été une question ou est-ce que vous vous êtes dit maintenant sur le moment ils sont à nouveau vivants et du coup je vais les représenter comme les autres personnages, ou est-ce que ça a été une question? Est-ce que vous êtes dit, bien sûr, ouais, ça a été un grand questionnement de me dire bon, je dessine des fantômes, comment on dessine des fantômes en bande dessinée. J'avais bien sûr plein de références cinématographiques, mais c'est compliqué. Est-ce que je joue sur la transparence, sur est-ce qu'ils sont muets, est-ce qu'on peut les toucher, enfin, il y a plein de questions. Ils peuvent porter des choses. Voilà, c'est ça. Et puis en fait, ça s'est fait assez naturellement. Je me suis dit bon, ils reviennent, on vit avec eux, les personnages s'offrent une seconde vie avec eux, enfin un second temps, un temps de plus avec leurs disparus, et du coup c'est comme s'ils étaient présents, donc entièrement présents. Et c'est intéressant de voir justement la réaction des différents personnages, entre ceux qui veulent absolument rester parce qu'ils ne veulent pas les quitter, et ceux qui, même s'il y a un attachement malgré tout, qui se disent mais c'est pas possible, on peut pas rester éternellement à être avec ces morts et à retourner les voir, ils ont disparu, à un moment il faut réussir à faire sans eux. Oui, l'idée était que chaque personnage voit ses morts. Enfin, on peut voir ses morts que seul. Du coup, il y a aussi le rapport à la croyance, c'est-à-dire que les personnages un par un vont voir des fantômes, mais d'autres n'en ont pas encore vu et donc doutent de ça, de cette parole-là, de cet acte-là, et donc on n'est jamais vraiment sûr que c'est réel. Et effectivement, ce rapport aux morts et aux fantômes, ça devient l'élément principal du récit et ça donne sa direction. C'est-à-dire que oui, c'est le rapport à l'oubli, c'est accepter l'oubli de ses proches, de passer à autre chose, d'aller de l'avant et tout ça. Et c'était des questions que je voulais déguiser ou en tout cas insuffler dans un récit qui avait d'apparence classique. Et voilà. Et est-ce que dans tout ça, quelles ont été vos références, ou en tout cas les œuvres qui ont pu vous nourrir? On a parlé tout à l'heure de Saint-Exupéry. Est-ce qu'il y a des films ou d'autres livres qui vous ont pas inspiré, mais voilà, qui vous ont nourri pour raconter cette histoire, qui vous ont aidé à raconter cette histoire? Oui, enfin j'ai regardé, je regarde toujours beaucoup de films, et puis encore plus en faisant des livres, et en fait pour ce livre-là. J'avais toujours un peu dans ma mémoire, et puis au fil des pages, les films de John Ford avec ce rapport à la communauté, les films d'Eastwood aussi, le rapport à la famille un peu hétéroclite, recomposé, que font les rapports de personnages entre eux, le rapport à la routine aussi, au quotidien, des séquences de danse, de bars, de chants, de chansons, des moments où il ne se passe rien, mais on a besoin de les avoir pour avoir de l'empathie avec les personnages. Mais plus généralement, ce sont surtout les films qui vous inspirent, qui vous marquent. On a pu voir récemment à la Galerie Arts Factory des dessins qui sont des reproductions de scènes de films. C'est vraiment ces univers qui vous nourrissent plus que les lectures? Oui, presque. La lecture, je lis beaucoup, mais les films, en termes de structure d'histoire, de rapport aux personnages, de mise en scène, c'est vrai que j'ai toujours regardé des films, et du coup, c'est tout le temps dans ma mémoire, dans ma tête, et j'ai toujours des images, des dialogues, des plans, des éclairages qui me viennent en tête, et quand je fais mes découpages de bande dessinée, quand j'imagine mon histoire, j'ai souvent des images de films, de séquences qui m'aident. Et pour ces images qui étaient exposées à la Galerie Arts Factory, comment est-ce que vous aviez fonctionné? C'était des captures d'écran que vous aviez redessinées? C'était des souvenirs de scène? Comment est-ce que vous avez fait pour refaire vivre ces films, mais à travers une seule image? Alors oui, c'est un peu particulier. En fait, je fais beaucoup de captures écran de films, et pour cette série-là, qui est une série de peintures, en fait, j'ai des centaines de captures écran que je répertorie, que je classe dans des thèmes qui me sont personnels, des thèmes ça va être des scènes de gros plans, des scènes de voitures, des décors, des scènes de western, des pierres, des mains, des tombes. Enfin voilà.
Et en fait, ensuite, je les combine, je les mélange et je suis plus fidèle au plan forcément. Et ce qui fait que les images deviennent des patrons de films. Enfin, on a l'impression que ce serait comme un film imaginaire qu'on aurait vu. Ou que, enfin, j'ai l'impression que, enfin, devant ces images, on a l'impression de connaître le film. Il nous rappelle des choses, il stimule l'imaginaire, on a l'impression de connaître la séquence d'avant, de deviner la séquence d'après. Et pourtant, le film est complètement caché derrière. Donc voilà. Et hier, à Angoulême, a été projeté le documentaire d'Avril Tambouré consacré à Yves Chaland, un documentaire dans lequel on peut vous voir. Est-ce que vous avez le sentiment que dans Xibalba, il y a un peu d'Yves Chaland? Moi, peut-être parce que j'avais vu justement ce documentaire aux Rencontres Chaland au mois d'octobre dernier, donc j'ai peut-être lu à la lumière de ça cet album, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de Chaland dans Xibalba. Ah oui, 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 peut-être. En fait, il y avait quand même Enfin, Chaland a été très important dans mon parcours et je lis encore beaucoup ses livres. Dans Xibalba, effectivement, c'était cette ligne épurée, ce rapport clair à l'histoire, au récit, ça vient de lui, de cette époque-là, de récits franco-belges qui se faisait aussi en rapport à ce qui existait avant, enfin, qui assumait des références, un patrimoine, qui s'inscrivait dans une histoire de la bande dessinée, du médium, et qui réfléchissait sur ce médium. Donc moi, c'est ce que j'aime faire aussi, c'est pas intéressant de faire des livres comme on en faisait avant, mais par contre de réfléchir à ce qu'il y a eu avant nous et où on peut amener le médium encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que faire un récit d'aventure classique aujourd'hui quand il y en a 1000, 10 000 avant nous. Donc c'est des questions qui m'intéressent et ouais, que je questionne à chaque fois. Et où est-ce que vos questions vont vous porter pour la suite? Eh ben, je sais pas encore. J'ai quelques projets sous le coude, mais là, l'album a été très long à faire. Il m'a un peu lessivé. Et du coup, je prends du temps pour faire d'autres choses, pour essayer d'autres choses, d'explorer d'autres univers. Et donc, voilà, je prends un peu mon temps pour l'instant. Et on évoquait l'exposition à la Galerie Arts Factory. De quelle façon est-ce que vos travaux de peinture nourrissent ce que vous faites en bande dessinée? Parce que j'imagine que chaque technique, chaque mode d'expression nourrit l'autre. En quoi est-ce que vous avez l'impression que de faire des peintures vient nourrir vos albums? Ça, c'est vraiment un terrain de liberté assez neuf pour moi. Enfin, c'est vraiment très récent ce travail de peinture. Ça fait à peine 2 ans que j'ai commencé. J'en faisais pas du tout avant. Et en fait, c'est assez libérateur c'est vraiment un terrain qui est en dehors des livres aussi, en dehors de projets éditoriaux, qui est quand même ma principale activité. Et du coup, de trouver le terrain d'expérimentation sans barrière, sans but aussi, sans finalité, ça me permet d'être libre et d'être moins, d'avoir aussi moins de recul sur moi-même, sur mon travail, moins d'exigence, d'accepter de faire des choses ratées, et d'expérimenter. Et ça, c'est après, bien sûr, ça influe directement dans les livres à venir, dans la façon de raconter les histoires, d'imaginer les images. Et c'est aussi ne pas s'ennuyer, ne pas tout le temps se questionner sur son dessin, sur sa manière de faire. Et voilà, le travail est sans cesse en mouvement et avance. Donc il faut le faire changer continuellement. Merci beaucoup, Simon Roussin. Xibalba est publié aux éditions 2024 et je vous encourage vivement, si vous ne l'avez pas encore découvert, à le faire, car c'est vraiment un très très beau récit d'aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le programme du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, bien entendu, sur bdangoulême.com et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez suivre toute l'actu du festival en vidéo.